Salut à tous. Alors ce matin, une petite vidéo inhabituelle. Alors petite, je sais pas, c'est totale improvisation. J'avais envie de vous parler, alors, je vais essayer de centrer un peu l'image, survivalisme et électricité. Alors bon, je pense que tout le monde est un peu au courant de ce qu'est le survivalisme, de ce que sont les survivalistes. Et je vais d'abord répondre à une question, est-ce que je me considère ou est-ce que je suis un survivaliste? Alors je suis pas un survivaliste. Par contre, je suis quelqu'un qui regarde l'avenir avec une certaine anxiété. Et de ce fait, je me dis systématiquement, quand je dois faire un choix dans la vie, qu'est-ce qui peut se passer? Et que faire en fonction de ce qui peut se passer? Et quelles sont mes limites à pouvoir m'adapter à ce qui va se passer? Donc voilà en gros en quoi réside et consiste mon survivalisme. C'est regarder la vie au jour le jour et ce qu'elle peut être demain. Et donc lorsque j'ai des choix à faire, des choix de vie, par exemple, est-ce que je dois partir en vacances ou pas? Non pas que en fait je dis il va y avoir un danger, non, c'est est-ce que je peux partir en vacances ou pas, du point de vue qu'est-ce qui est prioritaire? Et est-ce que si je pars en vacances ou pas, ça va changer quoi que ce soit? Voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est une question de tournure d'esprit, puis ensuite c'est une question d'organisation matérielle. Par exemple, quand je dois faire des choix sur un mode de chauffage. Alors, je ne me considère pas survivaliste à proprement parler, puisqu'en fait, je suis vraiment pas un puriste. Et je ne me considère pas non plus non survivaliste, parce qu'en fait, je raisonne simplement comme nos grands-parents raisonnaient, c'est-à-dire, si je veux vivre, il faut que je sois capable de passer quelques périodes difficiles. Et ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens qui font partie de ce monde. Les gens de notre société, dans notre monde civilisé, occidental, considèrent que parce que vous avez un bon compte en banque ou de l'argent sur un compte en banque, vous pouvez passer les tempêtes qui veulent se profiler à l'horizon. Je ne vais pas débattre, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Je vais simplement dire que moi je considère que non, quoi, et qu'en fait c'est pas parce que vous avez un compte en banque ou du pognon de placé que vous êtes à l'abri de tout ce qui peut arriver, de bien ou de mal, ici-bas. Alors cette vidéo, j'avais envie de la faire autour de l'électricité et du survivalisme, parce qu'en fait, bon, je suis un technicien de l'informatique et de l'internet, pas que, hein, vous savez que je suis technicien proprement parler dans la vie courante, technicien de maintenance, donc électrotechnicien plus précisément, et que je fais beaucoup d'informatique. Mais dans ma vie privée, je fais beaucoup d'activités qui sont en rapport avec la technologie, le développement logiciel et le développement logiciel autour de l'internet. Donc en même temps du web marketing, ainsi de suite. Et donc en créant cette chaîne, j'avais pas d'objectif particulier si ce n'était que de proposer mon expérience et mon vécu de l'énergie solaire. Mais une fois qu'on est un peu dans le truc, on se prend au jeu, on regarde, tiens, voilà ce que tu es en train de faire, c'est marrant, il y a des réactions que tu n'avais pas prévues, et tu te regardes et tu te dis, tiens, qu'est-ce que je peux améliorer? Et donc forcément, quand tu apprendras dans cette démarche, tu vas regarder un peu les outils de statistiques et regarder comment les gens interagissent avec ton contenu. Et le truc assez surprenant, qui n'était pas forcément ma préoccupation première, c'était de voir que dans les gens qui arrivaient sur mes vidéos, bon nombre d'entre eux venaient à travers les mots-clés de survivalisme. Et tout ça, parce qu'en fait, j'avais fait une petite vidéo un peu ironique dans l'air du temps sur ce qui était ce que je pressentais de l'air du temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'était le survivalisme dans une période où on était dans la période du trans. Voilà. Donc j'avais un peu innové en faisant ce concept de trans-survivalisme, c'est-à-dire mi-bobo, mi-survivalisme, hein, un hybride. En plus, c'est une définition qui me colle assez bien. Alors, cette vidéo, ça va être autour de l'électricité et du survivalisme pour vous expliquer comment j'appréhende, on va dire, le survivalisme à travers l'électricité. En fait, comment je vis, moi, de façon quotidienne et intime. En fait, mon raisonnement sur le survivalisme, étant donné que je ne me considère pas survivaliste, mais disons citoyen prévoyant, c'est simplement de définir deux cas de figure. Deux cas de figure qui sont celui de la nécessité, quand je suis chez moi, à mon domicile, avec ma famille, les gens qui vivent sous mon toit, et puis lorsque je ne suis pas à mon domicile, c'est-à-dire
en déplacement ou en pleine nature. Et donc, dans les deux cas de figure, je me positionne en disant, voilà, quand tu es chez toi ou en dehors dans une situation normale, quels sont tes besoins? Et quand tu es chez toi ou à l'extérieur, quels sont tes besoins et comment y répondre dans une situation anormale? Alors après, la situation anormale, ça va être ce qu'on appelle tous la rupture de la normalité pour ceux qui sont collapsologues ou ceux qui sont survivalistes. C'est-à-dire quand survient un événement qui vous empêche de pouvoir vivre votre expérience, votre quotidien, votre direct de façon normale, avec suite à des événements qui peuvent être climatiques, qui peuvent être de plein d'ordres différents. Bon, on va pas faire un débat, je ne vais pas rentrer dans tous ces cas de figure. Et donc, je me suis dit, pour le domaine de l'électricité, il faut que tu trouves une réponse à ces deux cas de figure, et des réponses qui soient, on va dire, vivables. Et qui peuvent s'inscrire, en fait, à la fois dans mes moyens et à la fois dans la culture et dans l'état d'esprit dans lequel je vis avec ma famille. Parce que la difficulté de quelqu'un qui va se projeter et fonctionner en 100% survivaliste, pour ceux qui se définissent comme tel, ça va être, en fait, voilà, vous allez vivre avec quelqu'un et socialement, les gens vont vous regarder un peu bizarrement, quoi, si vous jouez le jeu à fond. Après, on s'en fout tous un peu, hein, ça, c'est chacun. Et donc, en fait, quand vous rentrez, enfin, moi, personnellement, quand je rentre dans cette démarche, de me dire, tiens, je veux me préparer un minimum pour faire face à des conneries qui peuvent arriver, forcément, vous devez demander l'avis à votre femme, votre épouse, puis vous avez vos gamins qui vont regarder ça, enfin, ainsi de suite. Voilà, vous avez le regard des autres. Donc, c'est une sorte de contrainte et c'est une chose que je fais rentrer en compte lorsque je dois évaluer une situation, à savoir quels moyens mettre en place, pour l'électricité notamment, par rapport à cette rupture de normalité et au quotidien. Et est-ce que ce que je vais prendre pour le quotidien ne peut pas servir également pour cette rupture de normalité et vice-versa? Donc pour le survivalisme, entre guillemets, à mon domicile, ce que j'ai fait, moi, c'est je me suis dit, tiens, t'es électricien, t'as des nécessités, produire de l'électricité, tu as une facture d'électricité, tu es un brin, on va dire, écolo, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas l'écologie politique, l'état d'esprit, c'est-à-dire, voilà, tu essaies de saccager le moins possible la planète. Et puis, à un moment donné, dans ta vie, il peut arriver des couilles où tu te dis, merde, j'ai plus d'électricité et il m'en faut. Et là, j'ai regardé un peu tout ce qui pouvait se présenter et je me suis dit, écoute, la solution idéale, c'est le groupe électrogène. Et là, je me suis dit, ok, j'ai acheté un groupe électrogène. Donc, je me suis posé la question qualitative et j'ai acheté ce matos. Et là, je me suis très vite rendu compte que c'était pas simple. C'était pas simple parce qu'en fait, si vous voulez un appareil qui soit pas cher et bon, et qui soit capable d'envoyer du steak, il fallait mettre un bon paquet de pognon sur la table, mais vous aviez une contrainte, c'était le bruit. Et là, systématiquement, il fallait passer par des groupes électrogènes de grandes marques et avec de sacrés billets. Donc en fait, le groupe électrogène que j'avais acheté, qui était une marque Hyundai, qui fonctionnait, mais enfin qui avait quelques défauts, on voyait qu'il avait des faiblesses, il y en avait pour le prix. Je l'ai ramené, je me le suis fait rembourser. Et là, j'ai basculé sur l'option qui était numéro 2, qui était en fait d'installer une micro-centrale, alors ce que j'appellerais une micro-centrale photovoltaïque. En gros, le kit de départ, 1500 watts, et tout ça capable de générer de l'électricité pour ma maison, au quotidien, et puis ensuite en cas de rupture. Et donc j'ai installé cette installation, pléonasme un peu, et je me suis dit, tiens, c'est sympathique, ça fonctionne bien, c'est pas très compliqué, donc je vais continuer à explorer cette branche. Et en fait, j'ai upgradé cette installation pour en arriver à une installation qui produit 3000 watts crête théorique, et avec des capacités de stockage. Et donc ensuite, j'ai raccordé de plus en plus d'appareils dessus, de ma maison dessus. C'est-à-dire actuellement, ma maison, qu'est-ce qui n'est pas raccordé sur mon installation photovoltaïque? Ça va être un radiateur électrique qui n'est pas dessus, ça va être le gros four électrique, et puis ça va être le garage, avec tous les électroportatifs qui peuvent permettre de bosser dans un garage, poste à souder y compris. Donc mon installation solaire alimente ma maison le jour quasi systématiquement, avec réduction de ma facture d'électricité, ainsi de suite. Donc voilà, en gros, le raisonnement que j'ai eu, c'était
s'inscrire dans une perspective où il y a des coupures et de voir comment faire pour tirer parti, pour tirer de cette chose-là, de ces systèmes, à mon quotidien. Et j'en suis arrivé à avoir une bonne installation et que je vais encore upgrader certainement dans 2 phases, avoir beaucoup plus de stockage et ensuite avoir un peu plus de panneaux solaires. Donc ça c'est, on va dire, mon adaptation au quotidien, à l'utile au quotidien et à la nécessité en cas de nécessité. Alors depuis 2 ans que l'installation est en service, j'ai eu des coupures de courant suite à des orages, des coupures donc qui ont duré une bonne partie de la nuit, donc parce qu'il y avait des travaux les gens étaient en train de réparer les lignes électriques et suite à des travaux en pleine journée. Donc si je devais dire l'investissement que j'ai mis sur la table pour entre guillemets prévoir la rupture de la normalité, il n'y a aucune rentabilité. Par contre, il y a eu un côté pratique, et ça c'est indéniable, quand les gens n'avaient plus du tout de courant électrique dans le village, moi j'en avais, et je pouvais passer la nuit voilà, avec mes appareils que j'appellerais ceux vitaux de première nécessité, s'il n'y avait pas de soleil grâce au stockage sur batterie. Et ensuite, le jour, rechargement et réalimentation par le solaire. Donc de ce côté-là, voilà, vous comprenez mon raisonnement, c'est, je dirais, joindre l'utile à l'agréable et à l'urgent. C'est trouver un compromis entre les trois pour que l'investissement que je vais faire dans le solaire et dans les moyens qui peuvent me permettre de pallier à des situations merdiques puisse être utile au quotidien. C'est-à-dire que ce ne soit pas un truc qui soit rangé dans un coin et que je vais sortir qu'en cas de nécessité. Donc, 2 évolutions à venir. Je vais passer sur du stockage. Alors, je sais pas, je vais trancher 10 kWh ou 20 kWh. Alors, ça sera en fonction des types de batteries que je vais prendre. Et ensuite, je vais certainement ajouter entre 3 et 6 panneaux pour avoir une puissance crête en électrique qui soit quasi similaire à une alimentation photovoltaïque, enfin, une alimentation de courant électrique venant d'un disjoncteur EDF 6 kW. Bon, je ne serai pas tout à fait à ça, je serai à 4 kW. Mais franchement, vu que j'ai pas de chauffage électrique, je ne dépasse jamais 4 kW de consommation instantanée à ma maison. Donc ça c'était pour la partie maison, pour vous dire voilà comment moi je vis et comment je fonctionne survivaliste. Alors ensuite je me suis dit, en extérieur, de quoi as-tu besoin si tu es en extérieur et s'il arrive une couille non pâtée? J'ai effectivement besoin de courant électrique. Et donc là, en fait, j'ai répondu de façon simple et de façon très, très peu coûteuse et qui sont valables pour d'autres situations, puisqu'en fait, encore une fois, je dis, je vais joindre l'utile à l'agréable et à la nécessité. C'est de quoi pouvoir avoir de l'électricité pour faire de l'éclairage et pour la communication dans ces 3 cas de figure. Et donc, je me suis équipé d'une mini batterie portable. Alors vous savez, ces batteries qu'on achète, 30, 40 euros, qui ont la capacité de recharger les téléphones 3, 4, 5 fois. Ça dépendra du modèle, bien sûr, du téléphone et puis de la batterie. Et je trouve ce truc-là super pratique. On recharge sur USB et à l'inverse, en USB, on recharge le téléphone. Donc ça, j'ai ça systématiquement quand je pars en rando ou quand je pars à droite ou à gauche pour un temps indéterminé. C'est toujours là, et puis c'est super pratique. D'ailleurs, ma famille l'utilise dans d'autres contextes différents. Vous passez une journée quelque part et vous dites tiens, j'aurais besoin d'une source d'électricité supplémentaire par rapport à des appareils. Par exemple, si vous faites des virants en moto, voilà, en nature ou pas, c'est super pratique. Et ensuite, la solution numéro 2 que j'ai et que j'utilise également, c'est ces petits panneaux solaires pliables. Donc le mien, ça doit être un système à 3 panneaux qui fait une vingtaine de watts théoriques. Là, on parle toujours de watts théoriques. Et qui sont capables de recharger vos téléphones, ou des téléphones, ou voire même d'autres matériels, à travers une sortie USB, comme si c'était une prise de courant à votre maison avec un petit chargeur USB branché dessus. Et donc ce dispositif, c'est un dispositif que j'emmène avec moi en vacances, ou j'emmène avec moi au quotidien. Quand je suis en randonnée, par exemple, parfois je vais l'emmener, parfois je ne vais pas l'emmener. Ça va dépendre un peu du contexte. Donc ça, par contre, je l'utilise très rarement, 2-3 fois par an, alors que le chargeur, c'est quelque chose que je vais emmener de façon beaucoup plus fréquente et que je vais avoir avec moi. Je vais dire
un jour sur deux, quel que soit le contexte. Par exemple, je suis au boulot, il est dans mon sac au boulot, quoi. Il sert à rien, mais il est dans le sac. Voilà, donc en fait, vous comprenez comment je raisonne. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis dit, il y a beaucoup de survivalistes qui viennent ici. Je suis pas un survivaliste. J'apprécie le travail qu'ils font, j'apprécie leur démarche. Je me sens quelque part un peu survivaliste. Et je voulais leur dire, en fait, à vous dire et vous expliquer un peu comment j'appréhendais, je voyais le truc et comment je le vivais par rapport à vos préoccupations et comment moi je vois ces préoccupations. Alors, vous vous posez peut-être la question, peut-être, je sais pas, Laurent, comment vois-tu le futur? Comment vois-tu le futur? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une rupture de la normalité, un truc assez brutal ou pas d'ailleurs, assez violent du point de vue du vécu, mais pas forcément de la violence physique, mais violent en termes de trucs agressifs à vivre, quoi, difficiles à vivre. Alors comment je vois ça? Alors tout d'abord, je suis en contact permanent avec des gens pour lesquels c'est la préoccupation première. Il ne s'agit pas de survivalistes, il s'agit d'une association. Alors je pense que c'est une structure association, mais je ne suis pas certain qu'elle soit association sur le terme légal du terme association loi 1901. Donc c'est SOS Mer. Donc SOS Mer, ce sont des gens qui sont issus de domaines différents. Donc un des acteurs principaux est un ancien pilote de ligne, de Concorde, qui est économiste parce que c'est quelqu'un qu'on va dire qui a une culture scientifique et qui étudie les mécanismes sociétaux, politiques, économiques de façon scientifique et qui lui pense clairement, à cause de plein de facteurs, on va taper dans le dur. Ensuite, à l'intérieur, il y a un ancien policier qui faisait partie des personnalités, des gardes rapprochés de personnalités politiques et notamment de président de la République. Donc, bien sûr, connotation avec l'actualité actuelle. Hein. C'est pas du tout le même sujet, mais bon. Et puis avec des policiers, puis avec des gens qui regardent la société, qui voudraient faire évoluer la société pour la rendre plus humaine. Donc je suis en contact quasi permanent avec ces gens-là, et parce que je leur apporte ma vision de la chose en étant, on va dire, un technicien, développeur, on va dire un peu expert du web, et en même temps monsieur tout le monde. Et je leur dis ma façon de voir les choses et comment je perçois leur démarche. Quand ils pensent qu'ils ont besoin d'une petite perception, d'une petite intuition. Donc, si je fais ça avec ces gens, si je suis, on va dire, là, un petit peu derrière quand ils ont besoin d'un coup de main ou une demande, c'est que c'est un sujet qui me préoccupe et que je suis pas spécialement serein. En fait, si je regarde la réalité du truc, c'est qu'il peut nous arriver des conneries sur le coin de la gueule, de plein de façons différentes et dans des délais qui peuvent être assez brutaux ou moyennement lointains. Alors ce que j'appelle moyennement lointains, c'est-à-dire horizon 2030. Il y a plein de voyants qui clignotent rouge sur le tableau de bord du véhicule, et il y en a peut-être même qui sont déjà allumés rouge fixe, hein, moi c'est ce que je pense, et donc on va forcément vers des situations qui sont très compliquées à vivre. Ça, j'ai cette perception depuis 2007-2008, depuis que j'ai compris qu'il allait y avoir de gros problèmes au niveau de la finance et de l'économie à travers un crack qui était en cours et que j'avais vu venir en direct parce que des gens qui n'étaient pas des professionnels de la communication sur les médias, dans tous les domaines financiers et économiques, l'avaient prévenu, l'avaient anticipé et le décrivaient en direct. Et là, j'ai compris que ces gens-là avaient compris quelque chose. Et donc, je me suis mis à les suivre. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à me poser la question, mais quelles sont les conséquences d'un effondrement si le truc partait en sucette du point de vue financier économique? Et là, j'ai cherché à comprendre, à voir comment ça s'était passé dans plein de pays, et principalement au départ l'Argentine, puisqu'en fait, c'est à cette époque-là, c'est un des seuls pays occidentaux modernes, comme en Europe, qui avait vécu une situation d'effondrement du système financier. Et je me suis mis à lire en fait tout ce que je pouvais trouver comme publication sur internet de gens qui avaient vécu le truc en direct et comment s'était organisée la société pour s'adapter à cela.
Alors, qu'est-ce que le survivalisme pour moi? En fait, c'est l'adaptation, y compris dans le domaine de l'électricité. C'est l'adaptation, c'est-à-dire être capable de vivre en mode dégradé, dans une situation qui n'est pas la normalité lorsqu'on est dans un monde, on va dire, bien réglé, bien sécurisé. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si cette vidéo vous sera utile. C'est une vidéo qui est un peu, je dirais, un peu intime, un peu personnelle. Le but, c'était pour que les gens qui viennent ici et qui se revendiquent de culture survivaliste se disent tiens, je veux comprendre sa démarche, je veux comprendre pourquoi ce type s'inscrit de cette façon et avec son dispositif solaire au niveau de sa maison, pourquoi il parle et il raisonne comme ça, et est-ce que c'est les solutions qu'il propose sont viables et intéressantes dans mon cas de figure. Je pense que c'est un bon complément, ça vous permet de mieux me connaître. Et comme ça, vous pouvez vous dire, tac, ah donc il a tel matos, ça fonctionne comme ça, il a tel niveau de compétence, il a telle tournure d'esprit. Ce que je pense en fait, que tout ce qu'on peut prévoir ou anticiper ou mettre en place pour faire face à l'imprévu va dépendre de notre façon de fonctionner, on va dire, par rapport à ce que l'on perçoit et ce que l'on vit. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce vers le haut, vers le bas, commentez. Est-ce que vous auriez voulu que je parle de trucs plus précis? Si vous avez des questions à proprement parler survivaliste, j'ai pas de tabou. Vous pouvez y aller, je répondrai, peut-être en texte, si c'est quelque chose de court, et peut-être en vidéo. J'irai sur le sujet, ça me gêne absolument pas. Il n'y a pas de sujet qui me soit tabou, sur celui-ci comme sur d'autres, pas de souci. Je me fous pas mal de ce que pensent les gens. Allez, à plus.